Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En septembre 2024, dans un précédent épisode de Code Source, on vous avait dressé le tableau dramatique de la prostitution des mineurs, un fléau qui touche des milliers d'adolescentes en France. À la rédaction du Parisien, ce sujet important donne régulièrement lieu à des enquêtes, des reportages et des témoignages. Et tout récemment, début juillet, notre édition de l'Oise a brossé le portrait de Jennifer Magouette, 35 ans. Une femme qui a découvert l'argent facile dès l'âge de 15 ans, le trafic de drogue et l'escorting. Et depuis 7 ans, elle se bat avec son association pour aider les jeunes femmes susceptibles de tomber dans la prostitution. Jennifer Magouette a accepté de revenir sur son parcours et son engagement dans Code Source, au micro de Barbara Gouy. Jennifer Magouette est née le 24 novembre 1990 dans l'Oise, dans les Hauts-de-France. Quand sa mère la met au monde, elle n'a que 18 ans et quelques mois plus tard, elle se sépare du père de Jennifer. Elle est très jeune et elle se retrouve mère célibataire. Elle est aide à domicile, mais elle travaille régulièrement sur Paris, à plus d'1 heure de chez elle. Souvent, elle laisse Jennifer à la nounou. La nounou un jour lui a dit « Écoute, tu réveilles très tôt ta fille le matin pour la déposer, tu la récupères très tard le soir. Je te propose de la laisser dormir ici. » Et finalement, j'y suis restée 8 ans. Pendant les premières années de sa vie, Jennifer, qui est d'origine camerounaise, est donc élevée dans une famille blanche. Ma nourrice avait 6 garçons, elle n'avait pas de filles. Donc du coup, cette envie aussi de vouloir me garder aussi peut-être. Et ce qui fait que j'étais vraiment une enfant pourri gâtée. J'avais vraiment tout ce que je voulais, une enfance de rêve. J'avais du mal à partager. Et c'était très compliqué le retour chez maman. Pendant que Jennifer habite dans cette famille, elle voit quand même sa mère régulièrement, qui met au monde 2 autres enfants. Quand Jennifer retourne vivre avec eux, elle doit trouver sa place dans la famille et elle découvre une nouvelle culture, la culture camerounaise de sa mère. Elle doit aussi s'adapter dans une nouvelle école. Dans le petit village, on était peut-être 2 noirs. J'ai du mal à m'intégrer. On connaît mes frères et sœurs, on les connaît, puisqu'ils ont toujours été dans cette école, ils ont toujours grandi avec les voisins. Mais moi, on me connaît peu. En plus de ça, j'ai une légère surcharge pondérale. Voilà, je suis pas très fine, je suis pas très jolie non plus, et tout ça aussi, ça joue. Donc, du coup, j'avais juste une envie, c'était de très vite grandir. En fait, j'ai toujours voulu vite grandir, en fait. Arrivée au collège, en 3e, quand il a fallu faire les choix pour aller au lycée, j'avais seul choix de m'inscrire dans le même lycée que tout le monde, ou soit de faire une dérogation et d'aller dans un lycée dans une autre ville, une autre métropole. Et je me suis dit, c'est ma chance, quoi. Jennifer veut recommencer à zéro et elle va au lycée dans une plus grande ville, à Compiègne. En arrivant en seconde, elle se rend tout de suite compte que ça ne va pas être si facile de se faire une place. Elle est jalouse d'une fille qui est déjà très populaire, Mariam. C'est à la mi-septembre que cette jeune fille qui avait la côte, qui était le personnage principal de la classe, elle rencontre des difficultés. Je vois qu'elle ne va plus en récréation. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu ne vas plus en récréation ? Et elle m'explique pourquoi elle n'y va plus. Son meilleur ami lui a prêté une valise avec de la drogue dedans. Il lui a dit, est-ce que tu peux garder cette valise chez toi ? Parce que chez moi, je ne veux pas que mes frères tombent dessus. Mariam a accepté. Et elle a ramené la valise chez elle pour la cacher. Sauf que Mariam a de nombreux frères et sœurs au domicile. Et cette valise a disparu. Quand Mariam lui raconte, Jennifer y voit une opportunité pour devenir son amie. Elle lui propose de dire à son meilleur ami que sa valise est chez elle. Moi, je connaissais rien du tout au monde des quartiers, à la délinquance, à la drogue. Et je lui dis, bah oui, dis-lui que la valise est chez moi. Donc, on sort du bâtiment, on va en récréation, on tombe sur cette fameuse personne et elle nous dit, bah écoutez, elle ouvre la valise. Ça fait des semaines et des semaines que je te cherche, Mariam, où est la valise ? Elle lui dit, bah je l'ai oubliée chez mon amie, Jennifer. Il me regarde, il me dit, mais qui es-tu ? Je dis, bah voilà, je suis Jennifer, la valise elle est chez moi, dans mon petit village. Elle a passé l'après-midi avec moi, elle l'a oubliée à la maison. Il me dit, bah écoute, comme vous êtes ensemble et que vous vous foutez de moi, je vous laisse 1 semaine pour me ramener 3 000 €. Jennifer et Mariam ne vont plus en cours.
Elle cherche une solution pour rembourser ce garçon qui s'appelle Adam. Jennifer a une idée. Dans son petit village, la motocross est une véritable institution. Elle habite juste en face d'une station-service, donc elle sait à qui appartient telle ou telle moto. Elle décide de donner les adresses de ces personnes à des délinquants du quartier de Mariam, qui vont les voler. Il leur donne de l'argent en échange de ces informations. En quelques jours, elles arrivent à récolter la somme qu'elles doivent à Adam. On arrive au lycée, on lui dit voilà, Adam, voilà les 3 000 euros. Et Adam, il regarde le sac, je me rappelle comme si c'était hier, il regarde le sac, il nous regarde, le sac, il nous regarde. Ses yeux, ils brillaient, il nous disait, mais vous m'avez vraiment rendu 3 000 euros là, les filles? Et moi, je comprends pas, je me dis, mais pourquoi il est étonné? Il nous a mis un ultimatum, il nous a dit qu'on n'avait pas le choix, et maintenant, il est étonné. Et je lui dis, écoute, on t'a rendu 3 000 euros, les bons comptes font de bons amis, on te doit plus rien, nous on retourne en cours. Et il m'a dit, ah non, les filles, ah non, vous avez réussi à me rembourser 3 000 euros en une semaine, mais vous n'allez plus en cours, vous allez vendre de la drogue maintenant pour moi. À 15 ans, Jennifer et Mariam ne réfléchissent pas plus que ça. Elles acceptent. Elles vendent du cannabis au lycée. Au début, elles ont du mal à se faire respecter, mais petit à petit, leur business commence à prendre de l'ampleur. Ma vie m'a plu, en fait. C'est là où une jeune fille qui était en manque d'amis, on va dire un peu d'amour, cherchait beaucoup d'amour, cherchait de la reconnaissance durant toutes ces années. Depuis que j'étais petite, je cherchais des amis. Et là, du coup, le fait que des garçons de cité me disent bonjour, mange avec moi, me donne de la valeur, en fait. Et donc, du coup, je voyais pas le mal. À partir de là, on se dit que tout est permis. Une fois que tu as de l'argent, tu peux tout faire. Il faut même pas nous demander quel métier tu veux faire plus tard. On ne pense même pas à l'école, on ne pense même pas avoir un emploi digne de ce nom, puisque avec l'argent, on peut tout avoir. Donc là, on est vraiment dans notre bulle. On pense qu'on est intouchable. Et puis surtout, on apprend très très vite, très jeune, que quand tu as moins de 18 ans, tu ne vas pas en prison, tu peux faire toutes les bêtises du monde. Ça, on l'a bien appris, on l'a bien enregistré. Après plusieurs mois, Adam leur propose un nouveau business. Un jour, il nous dit, écoutez les filles, comme j'ai confiance en vous, ça fait un moment que vous travaillez pour moi, j'aimerais beaucoup que vous vous occupiez de ma copine qui s'appelle Saya. Saya, j'ai pas confiance en elle, elle est très jolie, elle me trompe énormément et j'ai besoin que vous la surveillez pour moi. Et donc du coup, un jour, il nous donne rendez-vous donc, devant le lycée. Et Saya arrive, on se rend compte que Saya a 2 ans de moins que nous. Donc là, on part d'une jeune fille qui est censée être au collège, mais elle est déscolarisée, qui a un petit ami qui est au lycée, qui vit seulement avec sa grand-mère. Ce qui fait que du coup, elle est livrée à elle-même et les gens comme Adam en profitent. Donc quand Adam nous dit de la surveiller, au début, on voit pas le mal, on la surveille. On lui dit, voilà, hier, elle est partie à telle heure, elle est partie voir tel garçon. Et il se mettait à être violent avec elle, il la tapait devant nous, il la faisait tomber par terre, il lui crachait dessus, c'était vraiment horrible. Et j'ai décidé donc de ne plus dénoncer Saya, mais de la couvrir. Et en la couvrant, j'étais devenue aussi victime d'Adam, donc il ne tapait pas que Saya, il tapait Saya et moi. À 16 ans, Jennifer sèche les cours. Elle passe son temps avec sa bande d'amis. Elles sont 8, dont Mariam et Saya. En première, elle se fait virer du lycée pour absentéisme. Quand sa mère l'apprend, elle l'inscrit dans un autre lycée, à Amiens, à l'internat. Jennifer s'y plaît, mais au même moment, une de ses amies, Saya, dit au groupe qu'elle a trouvé une autre manière de gagner de l'argent. Et elle nous dit, écoutez les filles, j'ai un nouveau plan. Il y en a marre de Adam. On m'a proposé de faire autre chose et d'être mieux payée. Et on lui dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, on m'a proposé de faire la mule. Alors moi, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est la mule? Explique-nous ce que c'est. On a 17 ans, on est en 2007. Elle me dit, la mule, on doit transporter de la drogue d'un point A à un point B. On les met dans nos sacs à main, nos sacs d'école, ou des fois on a des petites valisettes. Et on est payé 1 000 euros. Waouh, payer 1 000 euros, wow, tout le monde crie, c'est dans tous les sens, on saute, on n'était pas encore payé, qu'on sautait déjà dans tous les sens. On se dit, mais c'est super, parce que du coup, on fait les mules les week-ends, on nous paye 1 000 euros, on est 8, on divise par 8, ça nous fait de l'argent de poche pour moi rentrer la semaine à l'internat, et je fais mes courses pour l'internat, et c'est très très bien. Donc, c'est parti.
Tous les week-ends, elles vont 2 par 2 dans une ville de Bretagne pour transférer de la drogue. En parallèle, Jennifer obtient un BEP secrétariat et elle passe un bac pro. Quand Jennifer est en terminale, elles sont déjà bien connues dans le quartier. Il faut savoir que les week-ends, on prenait des chambres d'hôtel, on était à 6, 7, on prenait des suites. On dormait dans des suites du vendredi au dimanche. Et le dimanche, je rentrais seulement pour laver mon linge, dire bonjour à ma famille, donner un peu d'argent pour mes frères et sœurs. Et le lundi matin, je retournais à l'internat. Donc, je rentrais que le dimanche chez moi. Du vendredi au samedi, on était entre nous. Un jour, Mariam est arrêtée avec une valise remplie de drogue à Nantes. Jennifer fait des allers-retours pour aller la voir en prison. C'est un déclic pour elle. Elle veut tout arrêter. À 19 ans, elle part vivre chez son père, qu'elle voit de temps en temps depuis qu'elle est toute petite. Il vit en Seine-Saint-Denis, près de Paris. En bas de chez lui, Jennifer découvre qu'il y a une mission locale, un organisme qui aide les jeunes à trouver du travail ou des formations. Une conseillère l'oriente vers une formation rémunérée à hauteur de 500 € par mois. Et là, je me dis, mais c'est super la mission locale, mais c'est trop bien. J'appelle mes copines et je leur dis, mais les filles, allez chercher dans Compiègne, c'est sûr qu'il y a une mission locale. Allez vous inscrire. Elles vont s'inscrire à la mission locale. C'est un nouveau tournant aussi pour nous. On se rend compte qu'en fait, il y a des aides pour les jeunes, qu'on n'était pas obligé de faire des bêtises et qu'en plus, on nous propose des formations. Tu peux passer un diplôme et être payé pour ça. Si on savait à l'avance qu'il y avait des structures pour les filles, les enfants de 16 ans, on n'aurait jamais fait autant de bêtises en fait. Jamais. Jennifer veut repasser son bac et reprendre sa vie en main. Grâce à la mission locale, elle trouve un travail. J'ai la chance de travailler à la mairie de Villetaneuse à l'époque, au service RH. Et donc je travaille, premier boulot. Un jour, mon contrat se termine, donc à la mairie de Villetaneuse, et je me rends compte de la réalité de tout ce qui est Pôle emploi. Je vois que ça prend du temps. 1 mois passe, 2 mois passent, j'ai toujours pas mon Pôle emploi. Et là, j'habitais les foyers jeunes travailleurs. Donc, j'étais en foyer jeunes travailleurs, je payais tous les mois. Et là, ça fait déjà 2 mois que je n'ai pas de revenus. Et je panique, parce que je ne suis pas du tout habituée à ça. À la fin de son contrat, Jennifer ne gagne plus d'argent. Elle est au début de sa vingtaine et ça ne lui était pas arrivé depuis ses 15 ans puisqu'elle vendait de la drogue. À ce moment-là, son amie Saya a commencé à être escorte en Belgique dans un bar à champagne. Grâce à l'escorting, elle gagne encore plus d'argent qu'en vendant de la drogue. Jennifer décide de la rejoindre. Quand elle arrive en Belgique, elle prend un taxi pour aller à l'adresse du bar où travaille son amie. Je vois que le taxi rentre dans des ruelles avec des vitrines, des filles à la limite nues qui dansent. Je me dis, il y a un problème. Je pense que le taxi s'est trompé d'adresse, on n'est pas dans la bonne rue. Je suis sûre que c'est là, elle me dit, oui, c'est bien là. Jennifer arrive devant une maison close. Elle rentre pour trouver Saya. La patronne la met tout de suite à l'aise et elle lui dit qu'elle est là pour travailler. Jennifer doit travailler de 21h à 5h du matin. Elle se met à pleurer. Jennifer finit tout de même par accepter, mais elle refuse d'aller en vitrine. Elle enfile les costumes que lui donne la patronne avec une belle lingerie, mais elle reste assise. Malgré tout, 2 clients viennent quand même à elle. Je suis tombée sur 2 clients, dont un qui a pris une bouteille de champagne, une deuxième bouteille, il l'a pas terminée, mais 2 bouteilles, on n'a fait que discuter, il était saoul, c'est tout ce qu'il avait besoin en fait. Il m'a dit c'est bon, moi je peux rentrer chez moi. Et le deuxième, il n'y a eu aucune pénétration, il ne m'a pas touchée. Par contre, il m'a demandé à moi de certaines pratiques sur sa personne. Et donc du coup, je me suis dit, je m'en sors plutôt bien. Parce que du coup, quand ma soirée se termine, je suis hyper contente. Parce que quand la soirée se termine, je me dis, je me suis fait 400 € ce soir. Je me suis fait 400 € ce soir et on ne m'a pas touchée. Et là, du coup, moi qui pleurais il y a à peine 2 heures, mais là, je suis hyper contente et j'ai envie de recommencer demain, en fait. Et donc là, c'est la fin. La patronne m'appelle, elle me dit, Jennifer, on va faire le point. Et moi, je suis trop contente. Je dis, c'est super, regarde, j'ai fait 400 €. Elle me dit, c'est super, mais tu vas rentrer chez toi. Jennifer a parlé de la mission locale aux autres jeunes filles, pour leur dire qu'elles peuvent faire autre chose que travailler dans une maison close. La patronne n'a évidemment pas apprécié. Jennifer s'en va, mais elle ne trouve pas de travail.
Donc quelques mois plus tard, elle retente d'aller en Belgique, mais personne ne veut la recruter parce qu'elle n'a pas ses papiers d'identité sur elle. À ce moment-là, Jennifer comprend que ce n'est pas fait pour elle et qu'elle doit continuer à chercher un travail. Je suis repartie voir ma conseillère à l'époque. Je lui ai écouté, j'aime le recrutement, j'aime aider les gens à trouver du travail. Par contre, moi, je vais faire plus que ça, je vais les conseiller, je vais aider les jeunes comme moi. C'est-à-dire que je vais aider mes copines, je vais aider les connaissances, tous ceux que j'ai connus. Je lui ai dit, toutes les personnes que j'ai rencontrées de A à Z durant mon parcours de vie, je vais leur tendre la main. La main que vous m'avez tendue à Amina, je vais la tendre aux gens qui sont autour de moi. Et le métier de conseiller m'intéresse. À 25 ans, Jennifer trouve sa voie. Elle veut devenir conseillère en insertion professionnelle. Elle commence par travailler à la mission locale en tant qu'agent d'accueil. Elle en profite pour observer comment travaillent les conseillers de la mission locale. Et je me rendais compte que quand c'était des jeunes filles qui avaient la réputation d'être dans la prostitution, les conseillers se déchargeaient. Ils se disaient, c'est pas mon public. On peut pas les aider, ces filles-là. On peut rien faire. Et non seulement ils pouvaient rien faire, mais de surcroît, à la pause du midi, elles s'amusaient à les juger, à discuter. Moi, je connais sa mère, je connais sa tante, j'étais à l'école avec son frère, et patati, et patata. Et moi, ça me faisait mal parce que j'ai été cette jeune fille-là. J'ai des amis qui sont dans ce même parcours, dans ce même train de vie-là. Et je me dis, donc du coup, personne ne va jamais les aider. Pareil aussi, on avait des jeunes hommes qui sortaient d'incarcération. Et on me disait, ah non, il me fait peur. Ça me faisait mal au cœur parce que moi, c'est un public que je connais très bien. Ces mêmes jeunes qui sortent de prison, ce sont des jeunes qui m'ont fait travailler quand j'avais 16 ans. Et donc, du coup, quand j'entendais ce discours de conseiller qui refusait de recevoir les jeunes de cité et qui sortaient de prison, je leur disais, mais c'est des jeunes comme nous, en fait. Jennifer veut aider ces jeunes, qui lui rappellent son adolescence et celle de ses amis. Elle suit une formation et elle devient conseillère en insertion au sein d'une association qui vient en aide aux jeunes de Seine-Saint-Denis. Et le premier jour, je vais dans le hall d'immeuble, j'ai les garçons, il y a du travail, il y a ça, et personne n'est intéressé. Et puis en plus de ça, ils ne me connaissent pas. Le premier contact, il est difficile. On ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu viens, peut-être que tu es la police, peut-être que tu es quelqu'un des impôts, ils ne veulent pas parler avec toi. Et donc du coup, c'était très difficile. Et je rentre chez moi et je dis à mon frère, oh là là, je sais parler avec les jeunes et tout, mais j'ai du mal à faire le premier contact, on va balader. Et mon frère, il me dit, mais quand tu arrives dans la cité, qu'est-ce que tu dis ? Je lui dis, est-ce qu'ils cherchent du travail ? Il me dit, mais les jeunes de cité, on s'en fout du travail. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pas aller en prison. Et je change mon discours. J'arrive dans les quartiers et je dis, écoutez les garçons, qui a un aménagement de peine là ? Qui passe en jugement bientôt ? Vous avez besoin d'un travail, d'une formation ? Et là, ça prend. 2 ans plus tard, en 2018, Jennifer décide de fonder sa propre association, Divergence, avec plusieurs de ses amis. Elle s'appuie sur leurs propres expériences et elle s'occupe principalement des jeunes filles qui sont ou qui pourraient tomber dans la prostitution et des jeunes qui sortent de prison. Aujourd'hui, l'association fête ses 7 ans d'existence. Jennifer est fière de voir ce qu'elles ont réussi à accomplir avec ses copines. 2 du groupe sont encore escortes, comme Saya. Et la plupart sont devenues mères. Jennifer a 2 enfants, un de 4 ans et un de 2 ans. Saya, elle, a une fille adolescente. Et Jennifer et ses amis s'inquiètent pour elle. Ma copine Saya a eu des problèmes avec sa fille. Parce qu'en CE2 ou en CM1, l'école a appelé pour dire votre fille, elle vient en talons. Parce qu'en CP déjà, l'école a appelé pour dire votre fille s'enferme avec les garçons dans les toilettes, en CP. Parce qu'en 6e, elle a eu sa première MST. Et quand on parle avec Saya, Saya va nous dire mais je lui ai tout donné à ma fille. Elle manque de rien. Ma fille, elle est partie en Thaïlande, elle est partie au Mexique, elle est partie en Espagne, elle connaît le Brésil. Oui, mais on parle d'une jeune fille, là. Tu te rends même pas compte. Tu lui as peut-être tout donné, mais elle a vu des choses. Elle t'a vu avoir des clients, elle t'a vu parler de tes tarifs au téléphone. Aujourd'hui, ta fille refait les mêmes choses. Donc, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, parce qu'on sait. On sait comment ça se passe. On connaît les conséquences que ça peut avoir sur la nouvelle génération.
Barbara, l'association de Jennifer se destine principalement à deux publics, les jeunes filles susceptibles de tomber dans la prostitution et les jeunes qui sortent de prison, notamment après des affaires de drogue. Pourquoi ce choix ? En fait, pour elle, vendre de la drogue ou se prostituer, c'est deux choses qui sont très liées. Dans les deux cas, c'est un moyen de se faire de l'argent facile pour des jeunes qui pensent ne jamais réussir à trouver leur place ailleurs que dans leur cité. Et Jennifer, elle tente de leur montrer qu'il y a un autre chemin possible en dehors de la délinquance, et pour ça, elle les aide à trouver du travail. Est-ce que Jennifer est beaucoup sollicitée depuis qu'elle a créé cet assaut ? Oui, elle m'a dit que les jeunes ont vraiment envie de s'en sortir et donc d'être aidés. Il faut juste réussir à gagner leur confiance. Elle a même dû déménager au bout d'un moment parce que des jeunes venaient sonner chez elle à n'importe quelle heure. Sauf qu'aujourd'hui, elle a une vie de famille avec 2 enfants en bas âge et c'était vraiment compliqué à gérer pour elle. Surtout qu'elle aimerait aider tout le monde, donc c'est difficile parfois de mettre une frontière entre sa vie personnelle et son association. Comment elle explique cette forte demande, tous ces jeunes qui viennent la voir ? En fait, Jennifer, elle a été à leur place il y a une 15aine d'années, donc elle sait comment ils réfléchissent et qu'est-ce qu'il faut leur dire. Grâce à sa propre expérience, elle arrive donc à créer un lien de confiance avec eux, et c'est souvent le plus difficile avec ce public-là. Donc elle part avec des points d'avance parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et elle peut leur dire qu'elle les comprend parce qu'elle a été à leur place. Jusqu'à récemment, Jennifer ne voulait pas médiatiser son association. On trouve d'ailleurs quasiment rien sur Divergence sur Internet. Aujourd'hui, elle rencontre des journalistes. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Depuis un moment, elle a l'impression que le phénomène la dépasse et surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, donc elle comprend que pour sensibiliser les jeunes, il faut aussi savoir se montrer publiquement. Les jeunes filles ont beaucoup de demandes dans leurs messages privés. En fait, les sollicitations pour devenir escorte viennent à elles sans même qu'elles aient besoin de les chercher. Donc Jennifer pense que c'est essentiel à présent d'en parler aux médias pour que le grand public comprenne l'ampleur du phénomène. Merci Barbara Gouy. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, aidez-nous à faire connaître ce podcast en laissant des pouces en l'air et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et si vous aimez les grands récits de faits divers, je vous invite à écouter notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver tous les samedis. Elle est racontée par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.